Nous sommes de retour pour la suite du Joueur de Dostoïevski. On va maintenant reprendre après cette magnifique scène de l'arrivée de la grand-mère à Roulettenbourg, où son coup d'éclat a été une véritable secousse dans le récit. Et j'ai hâte de voir avec vous ce qu'il va suivre après, après son intervention inattendue. Chapitre 10. Aux eaux, comme les eaux, et vraisemblablement aussi dans toute l'Europe, les gérants et les maîtres d'hôtel, lorsqu'ils assignent un appartement à un client, s'inspirent moins de ses exigences ou de ses désirs que de l'opinion qu'ils se font de lui. Et il faut reconnaître qu'ils se trompent rarement. Mais ils donnèrent à la grand-mère, Dieu sait pourquoi, un logement si fastueux que cette fois, ils passèrent les bords. 4 pièces magnifiquement meublées avec salle de bain, dépendances pour les domestiques, chambres séparées pour la camériste, etc., etc. Une grande duchesse avait passé effectivement dans ces pièces 8 jours auparavant, et on s'empressa bien entendu d'en faire part aux nouveaux occupants afin de donner encore plus de prix au lieu. On transporta, ou plutôt on roula, la grand-mère dans toutes les chambres et elle en fit un examen attentif et sévère. Le maître d'hôtel, homme d'un certain âge, au crâne chauve, l'accompagna courtoisement pendant ce tour de propriétaire. Je ne sais pour qui ils prenaient tous la grand-mère, sans doute pour une personne de grande distinction et surtout très riche. Dans le registre, ils inscrivirent tout de suite Madame la Générale, princesse de Tarasevitcheva, quoique la grand-mère n'ait jamais été princesse, les domestiques, le compartiment réservé, le monceau de colis inutiles, de valises et même de coffres qu'on avait débarqués avec la vieille dame servirent sans doute de piédestal à son prestige. Et le fauteuil, le ton tranchant et la voix de la grand-mère, ces questions saugrenues posées d'un air totalement désinvolte et ne souffrant pas la moindre réplique, bref, toute la personne de l'aïeul, droite, brusque, autoritaire, achevèrent de lui conquérir la vénération universelle. Pendant qu'elle passait son appartement en revue, la vieille dame faisait brusquement arrêter son fauteuil, désignait quelque objet du mobilier et posait des questions inattendues au maître d'hôtel qui souriait respectueusement, mais qui commençait déjà à trembler. Elle interrogeait en français, langue qu'elle parlait assez mal, de sorte que je devais traduire le plus souvent. Les réponses du maître d'hôtel lui déplaisaient pour la plupart et lui semblaient insuffisantes. D'ailleurs, elle posait des questions dépourvues de sens et inspirées par la plus haute fantaisie. Par exemple, elle s'arrêtait brusquement devant un tableau, une copie assez faible d'un original célèbre, à sujet mythologique. De qui est-ce le portrait ? Le maître d'hôtel expliqua que c'était vraisemblablement celui d'une comtesse. Comment ? Tu ne sais pas ? Tu habites ici et tu ne sais pas. Pourquoi ce tableau est-il ici ? Comment se fait-il qu'elle louche ? À toutes ces questions, le maître d'hôtel ne put répondre de façon satisfaisante et resta même pantois. Quel imbécile, déclara la grand-mère en russe. On la porta plus loin. Le même incident se produisit avec une statuette de Saxe que la vieille dame contempla longuement et ordonna ensuite d'emporter sans qu'on sache pourquoi. Enfin, elle submergea le maître d'hôtel de questions. Combien avaient coûté les tapis de la chambre à coucher ? Où les fabriquait-on ? Le maître d'hôtel promit de se renseigner. Quelles ânes, grogna-t-elle, et elle reporta toute son attention sur le lit. Voilà un magnifique baldaquin, défaites-le. On défit le lit. Encore, encore, défaites tout, enlevez les oreillers, les tais, ôtez l'édredon. On mit tout en dessus-dessous, la grand-mère examina tout attentivement. Heureusement qu'il n'y a pas de punaise. Emportez tout le linge,
On mettra mes draps et mes oreillers. D'ailleurs, tout ceci est trop luxueux. Qu'ai-je besoin à mon âge d'un pareil appartement? On s'ennuie toute seule. Alexis Ivanovitch, viens me voir souvent, quand tu auras fini de donner tes leçons aux enfants. Depuis hier, je ne suis plus au service du général, répondis-je, et j'habite à l'hôtel pour mon propre compte. Pourquoi cela? L'autre jour est arrivé de Berlin avec son épouse un Allemand de marque, un baron. Hier, à la promenade, je lui ai adressé la parole en allemand, sans observer la prononciation berlinoise. Eh bien, il a pris cela pour une impertinence et s'est plaint au général. Celui-ci m'a congédié sur le champ. Mais quoi? Tu l'as injurié, ce baron? Même si tu l'avais fait, il n'y aurait pas grand mal à cela. Oh non, au contraire, c'est lui qui a levé sa canne sur moi. Et toi, morveux, tu lui as permis de traiter ainsi le précepteur de tes enfants, dit-elle brusquement au général. Et tu l'as renvoyé par-dessus le marché? Vous êtes tous des propres à rien, à ce que je vois. Ne vous inquiétez pas, tante, répondit le général avec une nuance de familiarité hautaine. Je sais conduire moi-même mes affaires. Au surplus, Alexis Ivanovitch ne vous a pas fait un rapport tout à fait exact. Et comment as-tu pu supporter cela? Me dit-elle. Je voulais provoquer le baron en duel, répondis-je, de l'air le plus modeste et le plus calme. Mais le général s'y est opposé. Pourquoi? Reprit la grand-mère. Toi, mon cher, va, tu reviendras quand on t'appellera, dit-elle au maître d'hôtel. Je ne peux souffrir cette trogne de Nurembergeois. L'autre salua et sortit, sans comprendre bien entendu le compliment de la grand-mère. Permettez, ma tante, les duels sont-ils possibles? Répondit le général avec un petit rire. Et pourquoi non? Les hommes sont tous des coqs, ils se seraient battus, voilà tout. Vous êtes tous des poules mouillées, c'est clair. Vous êtes incapables de soutenir l'honneur de votre pays. Allons, emportez-moi. Potapitch, donne des ordres pour qu'il y ait toujours 2 porteurs à ma disposition. Engage-les et fixe les conditions. 2 suffisent. Il n'y a que dans les escaliers qu'il faudra me porter. Sur terrain plat, dans la rue, on me roule. Explique-leur cela et donne-leur une avance. Ils seront plus polis. Tu resteras toujours près de moi. Et toi, Alexis Ivanovitch, montre-moi ce baron à la promenade, que je vois au moins ce que c'est que ce von baron. Allons, où est-ce donc où donc est-ce où donc pardon. Où est donc cette roulette? Je lui expliquai que les roulettes étaient installées dans les salles du casino. Ensuite vinrent des questions. Y en a-t-il beaucoup? Y a-t-il beaucoup de gens qui jouent? Joue-t-on toute la journée? Comment est-ce disposé? Je réponds enfin que le mieux était de regarder tout cela de ses propres yeux et qu'il était assez difficile de le décrire ainsi. C'est bon, alors qu'on m'y transporte tout de suite. Prends les devants, Alexis Ivanovitch. Comment, ma tante? Sans prendre un peu de repos? Demanda le général, avec sollicitude. Il semblait un peu agité. D'ailleurs, tous avaient l'air embarrassés et se lançaient des coups d'œil. Probablement était-il gêné et même honteux d'accompagner la grand-mère au casino où elle allait sans doute se livrer à quelques excentricités et en public cette fois. Cependant, ils se proposèrent tous pour lui faire escorte. Pourquoi me reposerais-je? Je ne suis pas fatigué. Voilà 5 jours que je reste immobile. Ensuite, nous irons voir les sources, les eaux thermales, et après, comment as-tu dit, Praskovia, cette pointe, c'est cela? Oui, grand-mère, va pour la pointe. Et qu'y a-t-il encore ici? Beaucoup de choses, grand-mère, dit Paulina, embarrassée. Bon, tu n'en sais rien. Marfa, viens aussi avec moi, dit-elle à sa camériste. Pourquoi voulez-vous l'emmener, ma tante? S'inquiéta soudain le général. C'est impossible. Je doute même qu'on laisse entrer Potapitch à l'intérieur du casino. Des bêtises alors. On la laisserait dehors parce que c'est une domestique? Elle est pourtant aussi une créature vivante. Voilà 8 jours que nous courons les routes. Elle aussi a envie de voir quelque chose. Avec qui irait-elle sinon avec moi? Elle n'ose même pas faire un pas toute seule dans la rue. Mais grand-mère, tu as honte de venir avec moi peut-être. Alors, reste chez toi, on ne te demande rien. Un général, la belle affaire. Moi aussi je suis général. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de traîner toute cette procession derrière moi. Je ferai tout avec Alexis Ivanovitch. Mais Desgrieux insista pour que tous fussent de l'expédition et il se répandit en phrases aimables sur le plaisir de l'accompagner, etc. Tout le monde se mit en marche.
Elle est tombée en enfance, répéta Desgrieux au général. Seule, elle fera des bêtises. Je n'en entendis pas plus, mais il avait certainement une idée derrière la tête, et même peut-être l'espoir lui était-il revenu. Il y avait environ 500 mètres jusqu'au casino. Nous prîmes l'allée de Châtaignier jusqu'au square dont nous fîmes le tour, et nous entrâmes directement dans le casino. Le général était un peu rassuré, car notre cortège, bien qu'assez excentrique, ne manquait pas de dignité. Et il n'y avait rien d'étonnant dans le fait qu'une personne malade et affaiblie, privée de l'usage de ses jambes, vint aux eaux. Mais visiblement, le général craignait le casino. Pourquoi une infirme et une vieille femme par-dessus le marché allaient-elles à la roulette? Paulina et mademoiselle Blanche marchaient de chaque côté du fauteuil roulant. Mademoiselle Blanche riait, montrait une gaieté discrète et de temps en temps, même, échangeait des propos badins avec la grand-mère, si bien que celle-ci finit par lui faire des compliments. Paulina, de l'autre côté, était obligée de répondre aux questions innombrables et incessantes de la vieille dame, dans le genre de celle-ci. Qui venons-nous de croiser? Quelle est cette femme en voiture? La ville est-elle grande? Le jardin est-il étendu? Quels sont ces arbres? Comment s'appellent ces montagnes? Y a-t-il des aigles ici? Quel drôle de toit! Monsieur Astley, qui marchait à côté de moi, me murmura qu'il attendait beaucoup de cette matinée. Potapitch et Marfa suivaient derrière, juste après le fauteuil. Potapitch en habit et cravate blanche, mais avec une casquette, et Marfa, fille de 40 ans aux joues rouges dont les cheveux grisonnaient déjà, en bonnet, en robe d'indienne, avec des souliers de chevreau qui craquaient. La grand-mère se tournait très souvent vers eux pour leur adresser la parole. Desgrieux et le général étaient restés un peu en arrière et conversaient avec animation. Le général était très abattu. Desgrieux parlait d'un air décidé. Peut-être essayait-il de relever le courage de son compagnon. Il lui donnait visiblement des conseils. Mais la grand-mère avait déjà prononcé la phrase fatale « Je ne te donnerai pas d'argent ». Peut-être cette nouvelle paraissait-elle invraisemblable à Desgrieux, mais le général connaissait sa tante. J'avais remarqué que Desgrieux et mademoiselle Blanche continuaient à échanger des clins d'œil. J'aperçus le prince et l'Allemand au bout de l'allée. Ils nous avaient laissé prendre les devants et partir dans une autre direction. Nous fîmes une entrée triomphale au casino. Le Suisse et les valets témoignèrent du même empressement que la domesticité de l'hôtel. Ils nous regardaient cependant avec curiosité. La grand-mère ordonna tout d'abord qu'on lui fît faire le tour des salles. Tantôt elle faisait des compliments, tantôt elle restait indifférente, mais elle s'informait de tout. Enfin, nous parvînmes aux salles de jeu. Le valet, posté en sentinelle devant la porte fermée, l'ouvrit aussitôt à 2 battants, comme frappé de surprise. L'apparition de la grand-mère à la roulette fit une profonde impression sur le public. Aux tables de roulette et à l'autre bout de la salle, où se trouvait la table du 30 et 40, se pressaient environ 150 ou 200 joueurs en plusieurs rangées. Ceux qui étaient parvenus à se faufiler jusqu'à la table tenaient fermement leur position, selon l'habitude, et ne cédaient pas leur place avant d'avoir perdu tout leur argent, car il n'est pas permis de rester là en simple spectateur et d'occuper gratis la place d'un joueur. Bien que des chaises fussent placées autour de la table, peu de gens s'y asseyaient, surtout quand la foule était compacte, car en restant debout, on occupe moins d'espace et l'on est plus à l'aise pour miser et placer. Les gens du 2e et du 3e rang se pressaient derrière ceux du 1er, attendant leur tour, mais parfois dans leur impatience, ils glissaient la main parmi les joueurs pour poser leur enjeu. Au 3e rang, on s'évertuait de la même façon à faire parvenir des mises jusqu'au tapis vert. Aussi, toutes les 10 et même toutes les 5 minutes, s'élevait-il une contestation à l'un des bouts de la table. La police du casino est d'ailleurs assez bien faite. Ils ne peuvent évidemment éviter la cohue. Au contraire, ils sont contents lorsqu'il y a de l'affluence car ils y gagnent. Mais 8 croupiers assis autour de la table surveillent les enjeux avec attention. Ce sont eux qui payent, et si un différend survient, ce sont eux qui le tranchent. Dans les cas extrêmes, on appelle la police et l'affaire est réglée instantanément. Les agents sont dans la salle, en civil parmi les spectateurs, de sorte qu'on ne peut pas les reconnaître. Ils surveillent surtout les petits voleurs et les professionnels qui sont très nombreux à la roulette, où l'exercice de leur industrie est particulièrement aisé. En effet,
partout ailleurs, il faut fouiller dans les poches ou faire sauter les serrures, et en cas d'insuccès, cela vous attire un tas d'ennuis. Tandis qu'ici, il suffit tout simplement de s'approcher de la roulette, de commencer à jouer, et soudain, ostensiblement, on est à la barbe de tous, de faire main basse sur le gain d'autrui et le mettre dans sa poche. En cas d'altercation, le voleur proclame à haute et intelligible voix que cet enjeu est bien à lui. Si le coup est exécuté adroitement, si les témoins hésitent, le voleur, bien souvent, parvient à garder l'argent, lorsque la somme, bien entendu, est peu importante, sinon elle aurait été remarquée par les croupiers ou par un autre joueur. Si la somme n'est pas très élevée, le véritable propriétaire renonce parfois de lui-même à continuer la dispute et se retire, craignant un scandale. Mais si l'on réussit à démasquer le voleur, on l'expulse aussitôt, sans égard. La grand-mère contempla tout cela de loin, avec une curiosité avide. Elle était ravie lorsqu'on expulsait un voleur. Le 30 et 40 piqua peu sa curiosité. C'était la roulette qui lui plaisait, surtout lorsque la bille tournait. Elle voulut enfin voir le jeu de plus près. Je ne sais comment cela se fit, mais les garçons et quelques individus empressés, la plupart du temps des Polonais ruinés au jeu, qui imposent leur service aux joueurs heureux et à tous les étrangers, lui firent tout de suite une place près du milieu de la table, à côté du croupier principal, et y roulèrent son fauteuil, malgré la presse. Une grande quantité de visiteurs qui ne jouaient pas mais regardaient, principalement des Anglais avec leurs familles, refluèrent aussitôt vers la table afin de contempler la grand-mère derrière le dos des joueurs. Les croupiers conçurent des espérances. Une joueuse aussi excentrique promettait effectivement quelque chose d'extraordinaire. Une femme de 70 ans, infirme, qui désirait jouer, c'était là une circonstance peu commune. Je me faufilai aussi jusqu'à la table et m'installai à côté de la grand-mère. Potapitch et Marfa demeurèrent à l'écart dans la foule. Le général, Paulina, Desgrieux et Mademoiselle Blanche se joignirent aussi aux spectateurs. La grand-mère tout d'abord regarda les joueurs qui l'environnaient. Elle me posait à mi-voix des questions rapides. Qui est celui-ci? Qui est celui-là? Je fus surtout intéressé par un tout jeune homme, au bout de la table, qui jouait gros jeu, misait par milliers de francs et qui avait déjà gagné, comme se le murmuraient les voisins, environ 40 000 francs qui gisaient devant lui en un tas de pièces d'or et de billets de banque. Il était blême. Ses yeux étincelaient et ses mains tremblaient. Il misait sans compter, en prenant l'argent par poignées, et cependant il ne cessait de gagner, et l'or s'amoncelait devant lui. Les garçons s'affairaient, lui amenaient un fauteuil, faisaient place nette autour de lui, afin qu'il fût plus au large et que la foule ne le serrât pas, tout cela dans l'espoir d'une riche récompense. Certains joueurs heureux leur donnent parfois sans compter, en sortant l'argent de leur poche à pleine main. À côté du jeune homme s'était déjà installé un Polonais qui ne tenait pas en place et lui parlait à tout instant à l'oreille d'un air respectueux, sans doute pour le conseiller et diriger son jeu, et bien entendu dans l'attente d'une rémunération. Mais le joueur ne faisait presque pas attention à lui, misait à tort et à travers et continuait à entasser. Il avait manifestement perdu la tête. « Dis-lui, s'affaira-t-elle, tout à coup en me poussant du coude, dis-lui qu'il abandonne, qu'il ramasse son argent au plus vite et déguerpisse. Il va perdre, il va tout perdre en un instant, s'inquiétait-elle, presque haletante d'émotion. Où est Potapitch? Qu'on lui envoie Potapitch. Mais dis-le lui donc, disait-elle en me donnant des bourrades. Mais où est Potapitch, enfin? Sortez, sortez, commença-t-elle à crier au jeune homme. Je me penchai vers elle et lui dis tout bas, d'un ton péremptoire, qu'il n'était pas admis de crier ainsi en ce lieu, qu'il était même interdit de parler autrement qu'à voix basse, car cela gênait les calculs et qu'on allait nous faire sortir. Quel dommage, cet homme est perdu, c'est sans doute qu'il le veut bien, je ne veux pas le regarder, j'en suis toute retournée. Quel nigaud! Et la grand-mère se tourna aussitôt d'un autre côté. Là, à gauche, on voyait parmi les joueurs une jeune dame accompagnée d'une espèce de nain. Qui était ce nain? Je l'ignore. Était-ce un parent à elle, ou l'avait-elle amené pour faire de l'effet? J'avais déjà remarqué cette jeune femme. Elle venait tous les jours au casino, à 1h de l'après-midi, et s'en allait à 2 heures précises chaque jour. Elle jouait 1 heure durant. On la connaissait,
et on lui avança aussitôt un fauteuil. Elle sortit de sa poche quelques pièces d'or et quelques billets de 1000 francs, et commença à miser posément, froidement, en inscrivant les numéros sur une feuille de papier et en s'efforçant de découvrir le système d'après lequel les chances se groupaient à un moment donné. Elle risquait de grosses sommes. Elle gagnait chaque jour 1000, 2000, 3000 francs au plus, pas davantage. Dès qu'elle les avait gagnés, se retirait aussitôt. La grand-mère l'observa un long moment. Eh bien, celle-là ne perdra pas. Celle-là ne perdra pas. Qui est-ce, sais-tu? Une Française, probablement une de ces personnes, lui murmurai-je. Ah, on reconnaît l'oiseau à son vol. On voit qu'elle a les griffes acérées. Explique-moi maintenant ce que signifie chaque tour et comment il faut miser. J'expliquai de mon mieux à la grand-mère le sens des innombrables combinaisons d'enjeux, le rouge et noir, pair et impair, manque et passe, et enfin quelques nuances dans le système des numéros. La vieille dame m'écoutait avec attention, retenait, posait de nouvelles questions et s'instruisait. On pouvait lui fournir un exemple immédiat de chaque système de mise, de sorte que la leçon se retenait aisément. La grand-mère fut très contente. Et que signifie zéro? Le croupier principal, là-bas, qui a des cheveux crépus, vient de crier zéro. Et pourquoi a-t-il ramassé tout ce qu'il y avait sur la table? Tout ce tas, il l'a pris pour lui? Qu'est-ce que cela veut dire? Zéro, grand-mère, c'est le profit de la banque. Si la bille tombe sur zéro, tout ce qui est sur la table appartient à la banque sans distinction. À vrai dire, on fait encore un tour pour être quitte, mais la banque ne paye rien. Ça, par exemple, et je ne reçois rien. Non, si vous avez misé auparavant sur zéro qu'il sort, on vous paye 35 fois votre mise. Comment? 35 fois? Et il sort souvent? Pourquoi ces imbéciles ne misent-ils pas là-dessus? Parce qu'il y a 36 chances contre, grand-mère. Quelle absurdité! Potapitch, attends, j'ai de l'argent sur moi. Voilà. Elle sortit de sa poche une bourse gonflée et y prit un Frédéric. Tiens, mets cela tout de suite sur zéro. Grand-mère, le zéro vient de sortir, lui dis-je, donc il ne sortira plus d'ici longtemps. Vous risquez trop. Attendez un peu. Non, tu dis des bêtises. Place cela. Permettez, il ne sortira peut-être pas avant ce soir, mais si vous misiez 1000 fois, cela s'est vu. Des bêtises, des bêtises. Qui a peur du loup ne va pas au bois. Quoi, tu as perdu? Mais encore. Nous perdîmes aussi le second Frédéric. Nous en mîmes un troisième. La grand-mère tenait à peine en place. Elle couvrait de ses yeux brillants la bille qui bondissait entre les cases du plateau tournant. Nous perdîmes le troisième Frédéric. La grand-mère était hors d'elle. Elle ne pouvait rester tranquille et frappa même du poing sur la table, quand le croupier annonça 36 au lieu du zéro attendu. Allons bon, se fâcha la grand-mère. Ce maudit zéro va-t-il bientôt sortir? Je veux bien être pendu si je ne reste pas jusqu'à ce que le zéro sorte. C'est la faute de ce fripon de croupier frisé. Avec lui, il ne sort jamais. Alexis Ivanovitch, mets 2 pièces d'un coup. Tu mises si peu que si le zéro sort, on ne gagnera rien. Grand-mère, mise, ce n'est pas ton argent. Je plaçai 2 Frédéric. La bille roula un moment sur le plateau, se mit à sauter par-dessus les cases. La grand-mère défaillit et me serra le bras et soudain, toc! Zéro, proclama le croupier. Tu vois, dit la grand-mère en se tournant vivement vers moi. Je t'avais bien dit. C'est le Seigneur lui-même qui m'a suggéré de mettre 2 pièces d'or. Combien vais-je recevoir maintenant? Pourquoi ne paye-t-il pas? Potapitch, Marfa, où sont-ils donc? Et tous les nôtres, où sont-ils donc partis? Potapitch. Tout à l'heure, grand-mère, lui murmurai-je, Potapitch est à la porte. On ne laissera pas entrer ici. Regardez, grand-mère, on vous paye, prenez. On jeta à la grand-mère un pesant rouleau de 50 Frédéric, cacheté dans du papier bleu foncé, et on lui compta en plus 20 Frédéric non enveloppés. Je ramenai tout cela devant la grand-mère avec un râteau. Faites le jeu, messieurs, rien ne va plus, cria le croupier, invitant à miser et s'apprêtant à lancer la bille. Seigneur, nous sommes en retard. Ils vont commencer tout de suite, mais, s'agita la grand-mère. Vite, ne perds pas de temps, dit-elle, hors d'elle, en me donnant de violents coups de coude. Mais où, grand-mère? Sur le zéro, encore sur le zéro. Mais le plus possible. Combien avons-nous en tout? 70 Frédéric? Inutile de lésiner, mais en 20 d'un coup.
Grand-mère, soyez raisonnable. Il reste parfois 200 tours sans sortir. Je vous en conjure, vous allez y laisser tout votre argent. Des bêtises, mais vite. Voilà le marteau qui frappe. Je sais ce que je fais, dit la grand-mère qui tremblait d'énervement. Le règlement interdit de mettre plus de 12 Frédéric sur le zéro. Voilà, je les ai mis. Comment cela? Est-ce bien vrai? Moussier, dit-elle en poussant du coude le croupier, assis à sa gauche, qui s'apprêtait à lancer la bille. Combien zéro? 12? Je me hâtais d'expliquer la question en français. Oui, madame, répondit poliment le croupier, de même qu'aucun enjeu individuel ne doit dépasser 4000 florins. C'est le règlement, ajouta-t-il, en guise d'éclaircissement. Bon, rien à faire alors, mais en 12. Le jeu est fait, cria le croupier. Le plateau tourna, et ce fut le 13 qui sortit. Nous avions perdu. Encore, mise encore, criait la grand-mère. Cette fois, je ne lui opposai plus aucune résistance. Haussant les épaules, je plaçai encore 12 Frédéric. Le plateau tourna longtemps. La grand-mère tremblait en le suivant des yeux. Est-ce qu'elle croit vraiment que le zéro va encore gagner, me dis-je en la regardant avec étonnement. Sur son visage brillait la conviction absolue de gagner. L'espérance ferme d'entendre à l'instant crier zéro. La bille sauta dans une case. Zéro, cria le croupier. Eh bien, dit la grand-mère en se tournant vers moi d'un air triomphant et agressif. J'étais un joueur. Je le sentis à cet instant précis. Mes bras et mes jambes tremblaient, mes tempes battaient. Évidemment, il était rare que sur une dizaine de coups le zéro sortît 3 fois. Mais il n'y avait là rien de particulièrement étonnant. J'avais moi-même l'avant-veille vu le zéro sortir 3 fois de suite, et à cette occasion, un des joueurs qui avait inscrit avec application les coups sur une feuille de papier avait fait remarquer à voix haute que, pas plus tard que le jour précédent, ce même zéro n'était sorti qu'une fois en 24 heures. On remit son argent à la grand-mère avec la déférence et l'attention particulière due à la personne qui avait réalisé le plus gros gain. Elle reçut exactement 420 Frédéric, soit 4000 florins et 20 Frédéric. On lui compta les 20 Frédéric en pièces d'or et les 4000 florins en billets de banque. Mais cette fois, la grand-mère n'appela plus Potapitch. Elle avait bien autre chose en tête. Elle ne se démenait plus et ne tremblait plus extérieurement. Mais elle tremblait intérieurement, si l'on peut s'exprimer ainsi. Toute son attention était concentrée sur un point, comme si elle visait un but. Alexis Ivanovitch, il a dit qu'on ne pouvait miser que 4000 florins à la fois. Tiens, prends et mets 4000 sur le rouge, décida-t-elle. Il était inutile de chercher à la dissuader. Le plateau se mit à tourner. Rouge, proclama le croupier. Nouveau gain de 4000 florins, ce qui faisait 8000 en tout. Laisse-moi 4000 ici et replace le reste sur le rouge, me commanda la grand-mère. Je risquai une fois encore 4000 florins. Rouge, annonça à nouveau le croupier. Au total, 12. Donne-moi tout. Verse l'or dans ma bourse et ramasse les billets. Cela suffit, rentrons. Roulez mon fauteuil. C'est la fin de ce chapitre 10, où la grand-mère a fait des gains monstrueux au casino.